Les rencontres de Cannes sur la confiance. Le mot confiance revient souvent quand on parle avec des économistes. Vous le savez, depuis 2008, on a dit que finalement c'est la confiance qui a échappé au monde et donc on s'est retrouvé dans une situation compliquée. Nous avons avec nous Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. Est-ce que pour vous la confiance est un élément déterminant quand on parle d'économie? Bien sûr. On pourrait même dire que c'est le troisième facteur de production. Vous avez le travail, le capital et puis sans confiance, au fond, le travail et le capital n'arrivent pas à travailler ensemble. On a l'impression que les Français disent qu'en fait il y a de l'abus de confiance. Quand Oui, mais voilà. Et ça, toutes les enquêtes le montrent. Au fond, hein, la confiance est cassée en France, ça me frappe beaucoup. Mais d'ailleurs, pas seulement entre les consommateurs, les entreprises, les Français et les politiques, mais vous regardez que les Français n'ont plus confiance dans rien. Au fond, ils n'ont plus confiance dans les politiques. Ils n'ont plus. Alors, attends, j'arrive. Oui. Mais ils n'ont plus confiance dans la justice, ils n'ont plus confiance dans les médias, ils n'ont plus confiance dans nous, les économistes ou même les personnes qui nous expriment en public. Et c'est vrai que le dernier noyau de confiance, au fond, c'est le noyau familial. Mais enfin, c'est extrêmement pernicieux parce qu'on a quand même besoin de construire une vie collective. Qu'est-ce qui explique ça, Nicolas Bouzou? Parce qu'on vit quand même dans un pays riche, qui a une vraie histoire, qui a des institutions. Enfin, voilà, on n'est pas le tiers-monde. Qu'est-ce qui explique cette défiance finalement? C'est peut-être ça, enfin, le problème entre guillemets, c'est le fait que, au fond, cette défiance, elle porte beaucoup sur l'avenir. C'est-à-dire que la France, comme vous l'avez dit, est un pays qui a une très grande histoire, qui a été une très grande puissance, qui a été un pays qui s'est beaucoup développé pendant les 30 Glorieuses. Donc c'est une période finalement qui est assez récente. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus beaucoup de croissance, qu'on a un taux de chômage très, très élevé. Et surtout, ce que les gens voient bien, c'est qu'on a un peu de mal à résoudre ces problèmes. On est dans une impasse. Alors, on est dans une impasse. Moi, je pense qu'on pourra en sortir. C'est pour ça que, d'une certaine façon, je suis optimiste. Mais nous, économistes, notamment, on n'a pas réussi à faire comprendre qu'on pouvait en sortir. C'est votre rôle d'économiste de faire, bien sûr. Ou c'est plutôt les politiques? Non, les politiques sont là pour gérer les affaires du pays, pour gouverner le pays. Mais nous, on est là pour influencer, pour conseiller les politiques. Vous avez pas bien réussi à le faire avec les politiques? Oui, bien sûr. Moi, je vois. Alors, j'ai des amis et des affinités, mais au-delà de ça, j'essaie toujours d'avoir des contacts et de voir les gens à droite et à gauche et de voir. Là, j'ai vu l'essentiel des candidats à l'élection présidentielle, mais au fond, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que ce qui compte dans notre pays aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est le fait que justement l'opinion publique a perdu confiance. Elle a perdu confiance dans l'avenir. Et c'est ça. Elle n'entend plus. Elle croit plus en son destin. Elle ne croit plus. Ça aussi, ça me frappe beaucoup dans notre capacité collective à résoudre nos problèmes. Mais comment on explique ça? C'est ça comment on explique? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a un facteur qui est spécifique à la France, c'est le fait que la France, depuis très 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 longtemps, mais je pourrais remonter vraiment des siècles en arrière, quasiment jusqu'à Saint-Louis, la France croit beaucoup en son État, et quand l'État n'arrive pas à résoudre les problèmes des Français, il y a une crise de confiance. Ça, c'est le facteur français. Puis il y a un facteur plus général qui est lié à l'Europe, en particulier l'Europe développée. C'est le fait, je crois, que le XXe siècle en Europe a été un siècle très compliqué. On a vu que l'innovation avait été mal utilisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Les guerres mondiales, Tchernobyl, enfin, on peut la bombe atomique. Enfin, il y a une prise de conscience. À partir de 1945, on a travaillé différemment. Le Conseil national de la résistance. Oui, mais partiel. On a fabriqué le contrat social. Oui, bien sûr, mais je pense quand même qu'on s'en est pas complètement remis, et c'est quelque chose qu'on voit bien quand on voyage. Il faut parler de l'innovation ou du progrès technique en Asie, mais nos amis asiatiques, mais ils sont fous, ils trouvent ça génial, ils pensent que ça va résoudre tous leurs problèmes. Ils sont d'ailleurs dans le péché, dans l'erreur inverse, au fond, qui consiste à penser que la technologie va tout résoudre et qu'il suffit d'avoir confiance dans la technologie pour que tout se passe bien. Nous, on est dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on n'y croit plus, il faut qu'on réussisse à reconstruire un discours de progrès qui porte sur l'avenir et qui montre comment est-ce que ces innovations, elles peuvent apporter quelque chose au développement humain en matière de santé, d'écologie, d'économie, de progrès humain aussi, au sens général. Et ça, pour l'instant, ce discours, on a un peu échoué, si ce n'est à le concevoir, mais en tout cas à le faire passer, à l'expliquer auprès de l'opinion publique. Alors tout à l'heure, vous avez dit, Nicolas Bouzou, qu'au fond, ce n'est pas le présent, l'actuel qui pose problème pour les Français, c'est plutôt l'avenir. Oui. Mais comment on construit, comment on met en place une dynamique de foi en l'avenir quand on est aujourd'hui président de la République, Premier ministre français? Il faut faire cette pédagogie justement de l'innovation positive, c'est ce qu'on appelle le progrès. Regardez ce qui se passe, je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, il y a une mutation extraordinaire dans le domaine de la santé, avec la chirurgie micro-invasive, avec les nouvelles thérapies ciblées contre le cancer, avec l'immunothérapie, l'hépatite C, on sait soigner maintenant l'hépatite C, qui était vraiment une saloperie, si vous voulez. Mais on a des problèmes de déserts médicaux dans ce pays. Oui, non mais d'accord, mais les problèmes... Justement, oui, mais on ne parle que des problèmes des déserts médicaux, si vous voulez. On ne parle pas. Et donc, ce qu'il faut arriver, c'est résoudre le problème des déserts médicaux, ce qui peut se faire en utilisant justement les technologies, la médecine à distance. Bon, le résoudre, j'y vais un peu fort, mais en tout cas, on peut contribuer
pouvez commencer à le résoudre. Et donc il faut faire cette pédagogie, montrer que ces innovations, elles peuvent apporter quelque chose de positif. Et puis, comme vous le dites, régler les problèmes qui se posent à nous, déserts médicaux, problèmes d'emploi, problèmes de chômage. On peut agir contre le chômage. Il y a des politiques pour ça. C'est ça qui crée finalement le pessimisme. Oui. Bien sûr que c'est ça. Mais en même temps, vous voyez, on est un peu coupable aussi. Et alors là, je ne dis pas seulement nous qui nous exprimons en public, mais les Français en règle générale. Parce que sur l'emploi, il faut que les gens aussi fassent un effort. Je suis un peu, c'est pas démago ce que je dis, mais il faut que les gens fassent un effort et comprennent que sur le chômage, il y a des choses qui ont été pratiquées chez nos voisins, en Autriche, aux Pays-Bas, au Danemark, etc. Et donc il y a des politiques qu'on peut mener et qui peuvent être efficaces. Et puis il faut qu'ils votent pour les gens qui proposent aussi de mener ces politiques. C'est à eux de décider. On est en plus en pleine campagne. Nicolas Bouzou, on parle beaucoup de l'ubérisation de l'économie. À titre personnel, on a beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis, notamment sur l'implantation d'Uber, de ces chauffeurs qui de toute façon vont disparaître d'ici quelques années, puisqu'on parle de la voiture automatique, enfin je ne sais pas comment on l'appelle, mais la voiture sans chauffeur, que ce soit même les routiers demain. Bien sûr, les bus, etc. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec, en tout cas on peut arrêter de former des routiers dans les années à venir, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cette partie de la population française qui est de toute façon aujourd'hui en fonction dans ces catégories de professions, qu'est-ce qu'on fait pour justement les accompagner vers quelque chose qui est plutôt d'actualité et qui sera demain leur activité principale? Bon, déjà le problème que vous soulevez pour moi, c'est le principal qui se pose aux économies développées et aux sociétés développées ces prochaines années. Alors, il faut, je crois, deux choses. Déjà, il faut de l'anticipation, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage d'aller dire à ces gens-là, votre avenir, il n'est pas dans la conduite. Une fois qu'on a dit ça, ces gens-là, dès aujourd'hui, il faut les former à autre chose. On dépense beaucoup d'argent en termes de formation continue. Non, mais attendez, je vous donne un exemple encore très concret. L'ambulancier, ces prochaines années, en effet, il conduira moins, mais il s'occupera plus du malade qui est à l'arrière de l'ambulance. Vous voyez, donc, on peut quand même arriver à anticiper les besoins de formation, mais ça se fait dès maintenant, parce que dans 10 ou 15 ans, ces gens-là, on les aura formés pour être chauffeurs. Ce qu'on fait aujourd'hui, ils auront perdu leur job à cause de la technologie dans 15 ans, on n'aura rien à leur proposer, et je vous le dis comme je le pense, au mieux ce sera chez Marine Le Pen, et au pire ce sera chez Daesh. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, même si on arrête cet entretien sur un élément un peu pessimiste en tous les cas. Non, mais on peut résoudre ça. Évidemment. En tout cas, c'est l'enjeu du travail des économistes dans les années à venir. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Je rappelle que vous êtes économiste et vous êtes auteur. Votre dernier livre s'intitule « L'innovation sauvera le monde » aux éditions Plomb. Merci.